Africaines, Africains, je vous salue. Bonjour à vous sur TikTok. Bonjour à vous sur... bonjour à vous sur TikTok. Bonjour à vous sur YouTube, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Bonjour à vous sur Facebook, Franklin Nyamsi. J'espère que vous m'entendez maintenant côté... J'espère que vous m'entendez maintenant correctement côté TikTok. Rassurez-moi que le son est meilleur. Je crois qu'il a été perturbé par la sortie audio de la musique. Rassurez-moi que le son va mieux. S'il ne va pas mieux, je serai obligé de vous lancer d'un autre côté. Voilà. Je crois que ça commence à s'améliorer. Et Rodrigue Raël Guidi me dit que ça va mieux. Très bien, très bien, très bien. Ça viendra, ça viendra. Voilà. Je crois que ça va mieux parce que j'ai arrêté la musique. Voilà. Très bien. Merci. Merci Chris 9134. Et merci de continuer à partager cette émission. Je voudrais vous parler pendant quelques minutes d'un dictateur particulier d'Afrique de l'Est qui s'appelle Yoweri Kaguta Museveni. C'est un cas d'école qui est très intéressant pour l'Afrique des libertés parce qu'il nous permet vraiment de comprendre le sale jeu de déstabilisation que subit le continent africain. Yoweri Kaguta Museveni est un homme de 80 années qui a régulièrement changé son état civil, au point qu'on ne sait plus exactement quel est son âge réel. Il avait fait une constitution à un moment donné en Ouganda qui limitait l'âge de l'exercice de la fonction de président de la République à 75 ans. Et puis quand il a atteint cet âge-là, il s'est levé, il est allé dans la paroisse de la mission catholique où on lui avait fait son acte de naissance précédent. Et il a dit qu'il y avait eu une erreur dans son acte de naissance. Et on a réduit son âge de pratiquement 10 ans. Ce qui lui a permis de se présenter devant la Cour constitutionnelle en disant « Je suis plus jeune que je ne le pensais, je corresponds encore aux attentes de la loi ». Yoweri Kaguta Museveni, c'est quelqu'un qui dans les années 60, 70, 80 s'inscrivait parmi les marxistes-léninistes du continent africain. Il était à la tête en Ouganda dès le début des années 80 d'un mouvement révolutionnaire inspiré par les idées de Karl Marx, les idées de Lénine, les idées de Mao, les idées de l'Union soviétique, de la Chine, de Cuba et consorts. Il appartenait très tôt à la nébuleuse des leaders militaires marxistes-léninistes du continent africain. Yoweri Kaguta Museveni a été formé, entre autres, à l'université de Dar es Salaam, en Tanzanie. Et par conséquent, a subi l'influence de l'école du professeur Julius Nyerere, le penseur du socialisme Ujamaa. Alors, on va dégager Khalifa. Khalifa, qui est un spécialiste du langage ordurier, on va le dégager de TikTok, comme cela. Il va aller écouter ces stupides maîtres et ne plus nous déranger. Toute personne qui vient nous déranger est dégagée. Nous avons désormais sous nos yeux une plateforme qui nous permet vraiment d'utiliser à volonté l'option blocage. C'est magnifique. Si vous voulez être bloqué, comportez-vous de manière moutonnière et vous êtes bloqué. Et la vie continue. Vous pourrez aller écouter vos leaders favoris ou vos analystes favoris. Personne n'est obligé de m'écouter qui n'a pas envie. Vous n'avez pas envie, vous vous connectez sur les plateformes. Je crois qu'il y a tellement de beau monde sur les réseaux sociaux que vous n'êtes pas obligé de me subir. Vous ne voulez pas, vous circulez. Et si vous vous comportez de manière cavalière, je vous fais circuler. J'ai acquis un matériel qui me permet de voir tout de suite celui qui n'a pas sa place dans l'Institut de l'Afrique des libertés. Et je le dégage, sans état d'âme. Voilà. Très bien. Alors, je vais vous présenter un peu le personnage de Yoweri Kaguta Museveni. Donc, c'est un ancien marxiste-léniniste de formation. C'est un leader issu de la gauche panafricaniste d'Afrique de l'Est et du grand foyer de conscientisation de l'université de Dar es Salaam. Donc, qui a fait littéralement ses armes idéologiques à l'école des grands maîtres de la résistance
panafricaniste, anticolonialiste, anti-impérialiste d'Afrique de l'Est. Mais alors qu'il était dans l'opposition encore dans les années 80 et qu'il s'apprêtait à prendre le pouvoir à partir de 1985 par là, contre le régime de Milton Obote. Milton Obote qui lui-même avait succédé au dictateur Idi Amin Dada. Museveni va procéder à une révolution idéologique, à une révolution conceptuelle totale. Il va être approché par les grandes puissances impérialistes occidentales, notamment la CIA américaine. Il va pactiser avec la puissance américaine et il va devenir un allié principal des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Afrique de l'Est. Quand il accède au pouvoir en 1985-86, renversant Milton Obote, le Museveni qu'on a connu lorsqu'il était dans la résistance à la tête de son mouvement n'est pas le Museveni qu'on aura au pouvoir. Il sera désormais, et c'est ce qu'il est demeuré jusqu'aujourd'hui, un satellite de l'influence anglo-américaine en Afrique de l'Est. Un autre détail qui est intéressant avec Museveni, c'est qu'il va jouer successivement un très grand rôle de faiseur de chef d'État, de faiseur de patron en Afrique de l'Est. Il faudrait que vous sachiez que lorsque Museveni est encore dans la rébellion contre le régime d'Idi Amin Dada, puis contre le régime de Milton Obote, Museveni bénéficie d'une alliance de tous les rebelles de la sous-région. Et bien souvent, cette alliance est faite sur des bases ethniques. Museveni est en Ouganda de l'ethnie des Acholi, et l'ethnie des Acholi est réputée très proche de l'ethnie des Tutsis qu'on retrouve au Rwanda et qu'on retrouve également au Burundi. Donc, il y a une espèce d'osmose entre les Acholi de l'Ouganda et les Tutsis du Rwanda et les Tutsis du Burundi. Or, il se trouve que le régime du Rwanda, dans les années 60, les années 70 et même jusqu'au début des années 90, est dominé par les Hutus, ce qui va provoquer un exil de population Tutsi dans toute la sous-région. Et en particulier en Ouganda, des Tutsis persécutés par le régime Hutu vont constituer une colonie importante. Et quand Museveni monte sa rébellion, une bonne partie de ses adjoints sont justement des soldats de l'ethnie Tutsi, constitués de réfugiés rwandais, devenus anglophones et vivant en Ouganda. Voilà comment l'armée qui va porter Museveni au pouvoir à Kampala en Ouganda en 1985-86, cette armée est massivement composée de rebelles, bien sûr de l'ethnie Acholi du Rwanda, de l'ethnie Acholi d'Ouganda, mais aussi de rebelles Tutsis, parmi lesquels un certain Fred Rwigema, qui devait être le leader principal du Front patriotique rwandais, qui prendra le pouvoir en 1994, en Ouganda, au Rwanda, pardon. Et l'adjoint de Fred Rwigema s'appelle justement Paul Kagame. Je voudrais que vous compreniez très bien que Museveni a pris le pouvoir en Ouganda en 1986 avec une armée dans laquelle il y avait des Rwandais, Tutsis, qui devaient former plus tard le Front patriotique rwandais, le Front patriotique rwandais qui allait prendre plus tard le pouvoir, au Rwanda, en 1994. Et je vous rappelle que le leader principal du Front patriotique rwandais, qui a été tué au début des années 90, s'appelait Fred Rwigema. Ce n'est pas Paul Kagame qui était le leader. Mais Fred Rwigema et Paul Kagame sont des adjoints, sont des lieutenants de Yoweri Museveni en Ouganda. Ceci vous permet de comprendre comment l'OTAN a recruté littéralement ses lieutenants en Afrique de l'Est. Dans cette période 1985, remontant aux années 90, l'OTAN et la CIA en particulier mettent donc de leur côté Museveni et tous ses adjoints. Museveni, Rwigema, Kagame sont recrutés dans cette période de la mi-80, début 90,
et deviennent en fait des satellites de l'OTAN, des satellites de la CIA dans la sous-région. Voilà comment ils reçoivent de l'aide militaire, voilà comment ils reçoivent de l'aide financière, et voilà comment ils prennent le pouvoir en Ouganda. Et une fois que le pouvoir ougandais de Museveni est solide, Museveni va rendre littéralement la politesse à ses compagnons Rwigema et Kagame. Il va les soutenir pour qu'ils aillent prendre le pouvoir au Rwanda. Le Front patriotique rwandais est armé à partir de l'Ouganda. Et il rentre au Zaïre, c'est comme ça que le pays s'appelle à l'époque, à partir de l'Ouganda pour prendre le pouvoir. Il rentre au Rwanda à partir de l'Ouganda pour prendre le pouvoir. On est dans les années 90. Quand il rentre au Zaïre pour prendre le pouvoir, c'est en soutenant les Zaïrois rwandophones qu'on appelle les Banyamulenge. Quand il entre au Rwanda pour prendre le pouvoir, c'est en tant que Front patriotique rwandais, sous la direction de Fred Rwigema, dont l'adjoint est Paul Kagame. Rwigema est tué lors des combats contre l'armée de Habyarimana. Et quand Rwigema est tué, son adjoint Paul Kagame prend la direction. Son adjoint Paul Kagame prend la direction des opérations. Alors je dégage, comment il s'appelle, Entertainment, des gens qui posent des questions tendancieuses et stupides, n'ont rien à faire sur notre TikTok. Allez, au revoir. Suivant. Qui d'autre dérange là? Quelqu'un d'autre dérange. On va le trouver. Très bien, très bien. Ah d'accord, ok. C'est tout ce que vous demandez. Moi, ce que je vous demande, c'est de dégager. Excusez-moi, hein, je suis en train de faire un peu de propreté pour que ceux qui veulent profiter de ma conférence puissent vraiment en profiter. Très bien. Je continue à vous expliquer. Il est donc important dans le premier moment de notre analyse que tout le monde comprenne comment Museveni, Rwigema et Kagame, donc agents de la CIA, agents de l'OTAN, eh bien, vont être fixés comme un abcès en Afrique de l'Est et comment ils vont opérer. Alors, quelle sera leur fonction? Leur fonction sera double, puisqu'ils viennent de la gauche panafricaniste révolutionnaire. On va leur demander de continuer à tenir un discours apparemment souverainiste. Bien souvent, ce souverainisme va s'axer sur des aspects comme, je ne sais pas, les traditions africaines, les mœurs africaines en matière sexuelle. On va leur demander d'avoir des sujets sur lesquels ils donnent le sentiment d'être opposés à l'Occident. Museveni en particulier va se spécialiser dans la défense de l'identité traditionnelle africaine. Un peu comme Mobutu, un autre suppôt de la CIA, lui, il avait élaboré la doctrine de l'authenticité africaine pour camoufler le fait qu'il avait servi à l'élimination de Lumumba, qu'il avait servi à la liquidation de la souveraineté du Zaïre, autrement, anciennement appelé Congo, et de nouveau aujourd'hui appelé Congo, pour le compte de l'impérialisme occidental. Mobutu va élaborer, vous vous souvenez, la doctrine de l'authenticité zaïroise. Il va parler de Kukumbendu, Wazabanga et consorts, il va changer tous les noms, il va créer la Bakos. Tout ça, c'était pour couvrir sa responsabilité dans l'assassinat de Lumumba et dans le bradage, dans la suspension de la souveraineté du Congo. Kagame et Museveni vont être chargés d'avoir la même posture. Il va leur être donné une liberté de ton par rapport à l'Occident sur un certain nombre de questions, des questions purement symboliques. Par exemple, Kagame, vous le voyez dans les conférences internationales, il est quelqu'un qui peut être très arrogant devant les journalistes occidentaux. Et vous pourriez penser qu'il est très arrogant devant eux parce qu'il est un homme fort. Non, en réalité, il est soutenu par la CIA, il est soutenu par l'OTAN. Mais dans le cadre du contrat, il lui a été permis de critiquer tel ou tel aspect de la civilisation occidentale pour passer pour un leader souverainiste africain. Or, en réalité, il reçoit financement, il reçoit armes, il reçoit couverture diplomatique, couverture judiciaire, immunité politique internationale de l'Alliance occidentale. C'est le cas de Kagame, c'est le cas de Museveni.
Et là, la première partie de mon exposé est atteinte. Vous avez compris les conditions d'émergence de ces leaders et de Museveni. Alors, maintenant, regardons quelque chose qui se passe maintenant, actuellement. Aujourd'hui même, l'armée et la police de Museveni encerclent la résidence du principal opposant, Bobby Kenny, le principal opposant au régime de Museveni, et qui est un grand revendicateur de la démocratie et des droits de l'homme. Museveni encercle actuellement militairement la résidence de cet opposant pour l'empêcher de tenir des manifestations. Museveni tremble. Il a peur qu'en Ouganda arrive le fameux syndrome kényan. Il a peur que les mouvements populaires qui sont en train de s'enraciner pour demander la démission de William Ruto à la tête du Kenya, Ruto, serviteur et de la CIA et de l'OTAN, il a peur que cela arrive à Kampala et que toute l'Afrique de l'Est, toute la boucle d'Afrique de l'Est s'embrase. Voilà pourquoi il fait tout pour étouffer les manifestations dans les œufs, dans l'œuf, littéralement. D'accord? Alors, mais en fait, qui est l'opposant? Bobby Kenny, le principal opposant. Le principal opposant, écoutez bien, est soutenu par les principales capitales occidentales. C'est un opposant qui bénéficie d'une excellente couverture dans les médias américains, dans les médias britanniques, dans les médias européens, dans les médias français. C'est un opposant qui bénéficie d'une excellente couverture. Et il est promotionné, cet opposant politique, comme étant un défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? D'un côté, la même alliance occidentale soutient Museveni parce que Museveni et Kagame sont chargés de déstabiliser, de piller le Rwanda pour le compte des multinationales occidentales. Et de l'autre côté, la même alliance occidentale soutient l'opposant principal à Museveni pour maintenir Museveni dans une fragilité telle qu'il puisse systématiquement obéir et même se soumettre à la mission qu'on lui a donnée au départ. Et là, on arrive au but de la présente conférence, ce que je voulais que vous compreniez. Le double jeu de l'Occident avec ses vassaux en Afrique. Regardez très bien. On soutient et on a incrusté Museveni à la tête de l'Ouganda depuis maintenant bientôt 40 ans. Il est à la tête de l'Ouganda. Il truque les élections, il viole la constitution, il emprisonne les opposants, on ferme les yeux dessus. Museveni entre au Congo avec son armée, il vole le diamant, il vole l'or, il vole le cobalt, il vole l'uranium, et il le vend aux multinationales occidentales. On ferme les yeux dessus. On le soutient pour ça. D'accord? Museveni et Kagame sont tous les jours à l'intérieur du Congo en train de le dépecer. L'Union européenne a même signé un accord avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières du Congo. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ils sont financés, ils sont envoyés pour piller l'Afrique, notamment donc le Grand Congo. Ils sont armés pour cela par la coalition occidentale. Mais la même coalition occidentale, dans le cas de Museveni, qui semble avoir un pays beaucoup plus costaud, en tout cas plus grand que le Rwanda, donc avec une potentialité de ressources naturelles propres suffisante, dans son cas, on a décidé d'implanter une opposition aux ordres de l'Occident. Cette opposition, au nom de la démocratie et des droits de l'homme, est chargée de maintenir le régime de Museveni sur le qui-vive. Mais les parrains occidentaux de cette opposition font tout pour qu'elle ne prenne pas le pouvoir. Le but est que le régime ougandais, et même le régime rwandais, le but est qu'ils soient toujours fragiles. Parce que si ces régimes deviennent forts, ils ne vont plus obéir à leur maître. Un peu comme c'est arrivé dans la tête de Saddam Hussein, quand il commençait à se sentir fort, il a désobéi à ses maîtres de l'OTAN. Voilà pourquoi ils l'ont attaqué, ils l'ont bombardé, ils l'ont tué. Donc, on ne veut surtout pas que Museveni devienne vraiment trop fort. On ne veut surtout pas que Kagame devienne vraiment trop fort. Voilà pourquoi on instrumentalise la propagande démocratique et droits de l'homiste pour faire que ces régimes demeurent fragiles. Si vous me comprenez bien, en fait, en Ouganda, l'Occident a deux fers au feu. Il y a Museveni, le vassal en chef, qui est chargé de faire le sale boulot de l'Occident dans la déstabilisation du Congo.
Et puis, il y a l'opposant principal de Museveni qui est soutenu par l'Occident pour fragiliser Museveni, afin que Museveni obéisse toujours le doigt sur la couture à ses maîtres occidentaux. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà, si vous avez compris, le but de cette conférence est atteint. Je voulais vous expliquer la duplicité de l'Occident envers ses vassaux. Alors, cette duplicité, elle a été observée où? Je reviens à un exemple traditionnel. C'est l'exemple de Saddam Hussein. Saddam Hussein, dans les années 80, a été utilisé par l'Alliance occidentale pour attaquer l'Iran. N'est-ce pas? Tout le monde se souvient du soutien de l'Alliance occidentale à l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran. L'Iran qui avait été inscrit dans l'axe du mal. Mais Saddam Hussein a tellement reçu d'aide et il a tellement pu vendre son pétrole qu'au début des années 90, il était tout puissant. Des millions d'êtres humains, des Irakiens et des Iraniens sont morts dans la guerre Irak-Iran. Or, la guerre Irak-Iran était une guerre de l'Occident contre l'Iran à travers l'Irak. Saddam Hussein était un suppôt de l'Occident, chargé de détruire l'Iran, qui était perçu comme une puissance qui ne veut pas se soumettre à l'hégémonie occidentale. Et d'ailleurs, l'Iran continue à être perçu de cette façon. Ok. Maintenant que Saddam Hussein a accumulé une trop grande puissance, maintenant que Saddam Hussein commençait à devenir littéralement, lui aussi, ne serait-ce qu'une moyenne puissance ou une semi-puissance, il s'est mis à réactiver une espèce de nationalisme irakien et d'anticolonialisme irakien. Il a réactivé un certain nombre de thèmes du parti Baas, avec lequel il avait pris le pouvoir, et s'est mis à critiquer ses partenaires anglais, américains, ses partenaires occidentaux. Et il s'est mis à se poser des questions sur le rôle qu'on lui avait fait jouer pour tuer ses frères musulmans d'Iran. Certes, les Iraniens sont pour beaucoup d'entre eux des Perses, alors que les Irakiens sont pour beaucoup d'entre eux des Arabes. Certes, les Iraniens sont pour beaucoup d'entre eux des chiites, alors que les Irakiens sont pour beaucoup d'entre eux tout simplement des sunnites. Mais Saddam Hussein s'est rendu compte qu'on l'avait utilisé pendant près de 10 ans de sa vie à tuer des musulmans et à faire mourir son peuple pour une cause qui finalement n'était pas la sienne. Parce qu'il s'agissait d'empêcher que l'Iran devienne une puissance. Mais chaque fois que Saddam Hussein veut affirmer son pays comme une puissance, il se rendait compte que ses propres maîtres ne voulaient pas. Et il leur dit, mais vous m'avez aidé contre l'Iran. Mais je pensais que vous m'aidiez pour que je devienne puissant. Mais quand je veux devenir puissant, ça vous pose un problème. C'est bizarre ça. Donc Saddam Hussein a commencé, un peu comme Idriss Déby vers la fin de sa vie, Idriss Déby Itno vers la fin de sa vie, il a commencé à tenir un discours critique envers ses maîtres. C'est là que sa fin allait arriver. Vous savez comment ils l'ont piégé, Saddam Hussein? Il a confié au service de l'OTAN son intention d'attaquer le Koweït. Un petit État qui s'était permis de faire tomber le prix du baril de pétrole. Ils avaient tellement baissé le prix du baril du pétrole que les recettes pétrolières irakiennes étaient en train de s'effondrer. Donc Saddam Hussein a décidé pour les punir d'envahir ce pays et d'imposer à la tête de ce pays, le Koweït, un gouvernement qui revendrait le pétrole tel que Saddam Hussein le veut, ce qui permettrait à Saddam Hussein de renflouer ses caisses. Est-ce que vous comprenez? Il informe ses tuteurs américains, anglais, occidentaux qu'il va attaquer le Koweït. Vous savez ce qu'ils lui disent? No problème, c'est votre problème, vous pouvez y aller. Mais en fait, c'était un piège qui lui avait été tendu. Dès que Saddam Hussein envahit le Koweït, la coalition occidentale se forme et l'attaque, au motif qu'il devient un danger pour la paix et la sécurité internationale. Voilà comment Saddam Hussein est entré dans le collimateur de ceux qu'il avait utilisés pour tuer les Iraniens, pour détruire l'Iran, sacrifier les vies irakiennes pour combattre l'Iran. Saddam Hussein lui-même devient donc l'homme à abattre de ses anciens maîtres. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il a acquis trop de puissance et qu'il est en train de vouloir retourner cette puissance contre ceux-là même qui l'ont armé contre l'Iran. Dès qu'il entre au Koweït, Saddam Hussein est attaqué, violemment attaqué par la coalition américaine. Et ils vont même inventer l'un des plus gros mensonges de tous les temps, prétendant qu'ils détenaient des armes de destruction massive. Cette fois-là, ils vont détruire, raser pratiquement complètement tout l'Irak au nom de leur soi-disant démocratie. Ils vont attraper Saddam Hussein, ils vont le pendre haut et court et installer la chienlit dans le pays, pouvoir ainsi remettre la main sur les réserves pétrolières. Jusqu'à ce jour.
Museveni, chaque fois qu'il est en train d'atteindre un certain seuil de puissance, chaque fois que Museveni en Ouganda semble en train de fortifier l'État ougandais, d'en faire une puissance autonome, chaque fois que Museveni frôle ce niveau-là, vous savez ce qui se passe? On soutient et on active fortement son opposition pour le fragiliser. C'est le modèle utilisé contre Saddam Hussein, qu'on applique contre tout dirigeant africain vassal qui a l'illusion de vouloir s'autonomiser de ses maîtres. C'est ce modèle qui s'applique maintenant au Togo contre Faure Gnassingbé. Vous avez vu? Il veut diversifier ses relations diplomatiques, il veut diversifier ses relations stratégiques, il veut diversifier ses relations sécuritaires. Il a le cul entre deux chaises, d'un côté avec l'Alliance des États du Sahel, de l'autre côté avec la CEDEAO. Ses maîtres ont décidé de le punir. Ils ont lâché les terreaux contre lui. Donc, en fait, Museveni est un cas d'école qui doit faire réfléchir les dirigeants africains, ceux qui veulent profiter de tous les côtés, au lieu de servir l'indépendance et la souveraineté africaine. Hier, je vous ai parlé du style de Paul Biya. Des gens qui pensent qu'ils sont tellement intelligents, alors qu'on voit très bien que toute leur politique a pour but uniquement, eux, de durer au pouvoir, pas de servir leur peuple. Il invite chaleureusement la diplomatie russe à venir au Cameroun, et de l'autre côté, il laisse l'OTAN faire la police sur la frontière maritime camerounaise. Il laisse l'OTAN avoir des bases de drones au nord du Cameroun. Il laisse l'OTAN avoir des conseillers militaires à l'intérieur du Cameroun. Quelle est la lisibilité d'une telle politique? Vous dites que vous combattez le terrorisme. Et puis la coalition qui a détruit la Libye, qui a assassiné Kadhafi, parce qu'elle ne voulait pas que le dollar, que l'euro, que le franc CFA soit supplanté. Vous êtes en alliance avec cette coalition pour combattre les terroristes qu'elle a elle-même créés. Quelle est la lisibilité de la politique de lutte antiterroriste du Cameroun? La même objection est opposable au Nigeria. La même objection est opposable au Tchad. La même objection est opposable au Bénin. La même objection est opposable au Togo de Faure Gnassingbé. La même objection est opposable au Sénégal. Quelle lutte antiterroriste pouvez-vous mener en vous mettant sous la tutelle de la coalition qui précisément a déstabilisé tout le continent? Que ce soit dans le Sahel ou dans les Grands Lacs. C'est la même coalition qui est à la manœuvre et qui utilise justement des chevaux de Troie. Le cheval de Troie contre le Niger, le Mali et le Burkina, c'est la CEDEAO. Le cheval de Troie contre la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Il y a toujours des pays qui sont utilisés comme rampe de lancement pour déstabiliser les sous-régions. Des abcès qui sont cultivés sur le sol africain. Alors donc, M. Yoweri Kaguta Museveni, il faut le prévoir, finira certainement comme tous ceux qui, au lieu de servir uniquement le peuple africain, ont voulu profiter et ruser en ne servant que leur pouvoir personnel. Incontestablement, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et partout ailleurs dans l'histoire, tout régime politique qui a cru ruser entre des puissances aux objectifs opposés, uniquement pour préserver son pouvoir au détriment de son propre peuple, ce régime a fini par être balayé. Mais alors, atrocement, férocement, durement, lamentablement balayé. Yoweri Kaguta Museveni et Paul Kagame doivent regarder la fin de Saddam Hussein comme une image de leur fin prochaine. Ils doivent regarder la fin de Mobutu comme une image de leur fin prochaine. Paul Biya, Faure Gnassingbé, Patrice Talon, Bassirou Diomaye Faye doivent regarder ce qui est arrivé à ceux qui ont voulu donner l'impression de se battre contre les terroristes en s'associant aux puissances qui les parrainent. Regardez bien ce qui leur arrive. Il faut que l'Afrique apprenne. Les enseignements sont devant nous. Nous n'avons vraiment pas besoin de chercher loin dans l'histoire pour voir que il vaut mieux que les dirigeants choisissent les peuples.
Il faut que les dirigeants africains choisissent la politique des peuples, qu'ils défendent les intérêts des peuples. Un dirigeant authentique est celui qui défend les intérêts de son peuple. La politique, c'est le service du peuple. Si vous ne voulez pas servir le peuple, s'il vous plaît, quittez les fonctions politiques en Afrique. Laissez les Africains qui veulent servir le peuple africain prendre des responsabilités politiques. Yoweri Museveni a donné l'impression qu'il sert le peuple ougandais. Mais il ne sert pas le peuple ougandais. Il a fait de l'Ouganda un État valet, vassal, qui sert de point de fixation et de déstabilisation de toute l'Afrique de l'Est. Kagame aime montrer qu'il aime tellement le peuple rwandais. Mais il a fait du Rwanda un pays qui est un agent de déstabilisation et de souffrance pour des millions d'Africains. Certains prétendent par leur ambiguïté. Un coup, ils sont avec l'alliance parraine du terrorisme en Afrique. Un autre coup, ils sont en coopération avec l'alliance qui combat le terrorisme en Afrique. Mais cela, qu'ils sachent qu'on ne sert pas un peuple par le double langage. On ne sert pas authentiquement son peuple en ayant un double langage. Il faut parler un langage clair aux peuples africains. Si nous voulons combattre le terrorisme, nous ne pouvons pas nous associer à des puissances qui ont créé les organisations terroristes et qui les parrainent. Il est impossible de justifier une posture de cette nature. C'est ce que je voulais dire ce matin. Et ne vous laissez pas tromper par l'agitation que vous voyez en Ouganda. Les deux faces de l'affrontement aujourd'hui en Ouganda sont toutes des cartes, sont des pièces maîtresses du jeu de cartes de l'influence occidentale. L'opposition n'est pas porteuse d'un projet panafricaniste révolutionnaire. Le principal leader de l'opposition n'est pas un panafricaniste révolutionnaire. Il répète les concepts et les paradigmes de la grande escroquerie et de la grande propagande démocratique occidentale droit de l'homiste. C'est ce qu'il répète, le fameux opposant de Museveni. Et voilà pourquoi Museveni sait que ce sont ses propres maîtres qui, à travers cet opposant, veulent le maintenir en fragilité pour pouvoir mieux le contrôler. Est-ce que vous avez compris? C'est ce que je voulais que vous compreniez. C'est ce double jeu. Alors, il faut que vous sachiez qu'en Afrique, aujourd'hui, il n'y a pas que des pouvoirs qui sont sous le contrôle des puissances néocolonialistes et impérialistes. Il y a aussi les oppositions. Et donc, par conséquent, toutes les oppositions ne se valent pas. Tout comme tous les pouvoirs ne se valent pas. Toutes les oppositions ne se valent pas, tout comme tous les pouvoirs ne se valent pas. Il faut que cela soit vraiment médité, et c'est ce que je voulais. Je vous remercie infiniment. C'était un petit point d'analyse sur le cas Yoweri Kaguta Museveni.